Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, comment vas-tu mon cher? Je vais bien. Fin de l'été, début des classes, hein, c'est le retour. Et puis il fait encore beau. En fait, oui. c'est l'été au début de l'automne. Ben moi, l'automne, en plus que, bon, avec une famille, c'est toujours l'entrée des classes, mais absolument, c'est la fin de ma saison de balle, de baseball. Donc là, je suis dans les éliminatoires. Mon hockey qui a débuté la semaine dernière, donc là, tu sais, j'ai comme aimé la faire en même temps. Le hockey. Oui. Ah donc, boy. Et quand t'as joué juste à la balle pendant l'été, tu cherches ton souffle un peu les premiers matchs, là. Mais bon, ça a bien été. On est passé à travers et là, la saison a recommencé. Puis en plus, mon équipe de balle, on sait qu'on est bien positionné là, pour aller jusqu'en finale. Donc, ça va bien. Ça doit être, l'adaptation doit être assez spéciale. À passer de la balle à la rondelle. Dans les deux cas, c'est du sport. Dans, puis, dans les deux cas, on veut gagner. Bon. Écoute, Guy, on est chez Julien Stroker, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Julien. Salut à tous. Salut. Puis nous, c'est pas une première fois qu'on vient ici. Ben non, c'est notre deuxième fois. Parce qu'un peu plus tôt cet été, Julien et son confrère, parce que Julien fait un podcast qui s'appelle Pimp the Cloud. Exactement, oui. Ne me demandez pas pourquoi. On a cherché avec Sébastien, puis c'est disponible. Exactement. Exactement. Donc, tu fais ce podcast-là, justement, avec ton confrère Sébastien. Exactement, oui. Puis, originalement, vous faisiez un podcast plus orienté vers SharePoint. Et là, maintenant, vous faites un podcast qui cible surtout tout ce qui est Azure, Azure, Office 365, ouais, ben, vraiment cloud. Puis, on va dire vers la nouveauté Microsoft, tout simplement. Donc, c'est ça, ouais. Puis nous, un peu plus tôt cet été, on était invités à votre podcast. Ben oui. Et on a enregistré chez toi. Puis, en tout cas, pour différentes raisons, on trouvait que ça pouvait être intéressant aussi de faire un podcast avec toi pour parler de Azure et infrastructure as a service. Donc, comment on traduirait ça comme fois en français? L'infrastructure comme un service. Ouais. On peut dire ça comme ça. Exactement. Ouais. Ben, Azure est un service, donc c'est ça. Enfin, le cloud est un service, donc je pense que ça peut être bon. Tout à fait. Oui, en fait, on a parlé à plusieurs reprises de l'offre Platform as a Service, l'offre pour développeurs, mais on n'a jamais couvert la partie IT, là, vraiment, là, infrastructure. Ouais. Fait que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Puis on a la bonne personne parce qu'on a probablement une des personnes les plus compétentes à Montréal pour nous brosser un portrait sur la situation actuelle. Mm-hmm. Écoute, Julien, la formule de l'émission, c'est toujours la même. On commence en faisant une petite bio, en tout cas une présentation de notre invité. Ça permet à nos auditeurs de mieux te connaître. Puis après ça, on va parler du sujet aujourd'hui qui est l'infrastructure comme un service. Je sais pas si c'est une tradition. En tout cas, c'est une tradition qui me plaît pas, mais bon. On va essayer de trouver mieux. C'est vrai que je me suis jamais posé la question. C'est vrai que ça arrive des fois que, tu sais, on dirait que quelque chose, ton mental, ça marche pas là. J'ai l'impression que ça va prendre quelques bières avant de trouver quelque chose de un brainstorm. Ben, c'est un peu comme, tu sais, quand ils parlent de info nuagique ou l'info dématérialisée. Encore là, je pense qu'on cherche notre vocabulaire. Ben Julien, contrairement à nous qui sommes deux vieux schnouks qui avons atteint la cinquantaine et qui avons utilisé des lecteurs disquettes 5 pouces écart dans des vies antérieures, toi t'as pas connu ça. Ah, c'est quand même, si. Oui, même des disquettes 5 pouces écart. Ah non, moi c'était 3,5, il me semble. Ouais. C'est ça, c'était commencer là-dessus, commencer sur premier
ordinateur, entre guillemets, c'était l'Atari avec mon père. Mais là, t'avais quel âge? T'avais 5 ans? Ah, j'étais, disons, en fin de vie de l'Atari, on va dire. Mon père faisait de la musique assistée par ordinateur. Ouais. Puis oui. on avait ça. C'était 3000? L'appareil. Oh, je sais plus ce que c'était. Moi, c'était les jeux, en tout cas, à l'époque. Ouais, on avait plein de ouais. disquettes, plein des valises de disquettes. Puis, c'est pas là-dessus où vraiment je me suis découvert pour l'informatique. C'était plus un jouet qu'autre chose, mais j'ai commencé avec 3.1 à l'école. Windows 3.1, MS-DOS aussi. J'avais beaucoup de facilité là-dedans. Puis, ça, tu sais, ça nous ramène quand même en 1992, 1993. Hein? Moi, j'étais à l'école primaire, donc l'école primaire chez nous, c'est du CP, donc c'est peut-être à 6 peut-être pas à 6 ans, mais c'est ça, entre 6 et 10 ans. C'était la découverte de l'informatique. On avait peut-être 1 heure par semaine de ça. Bon, c'était plus des jeux, mais on nous forçait à faire du français ou des choses comme ça, des cours sur l'ordinateur. C'était super intéressant. Puis moi, peut-être, je me découvrais un peu geek à l'époque. Pour moi, lancer des commandes cachées MS-DOS comme Doom.exe ou des petits jeux Prince of Persia qui en faisant un simple dire ou des choses comme ça, ça m'amusait. Puis après, mon père, lui, a vraiment ramené des ordinateurs à la maison. Puis je m'amusais. J'ai toujours démonté mes jouets, que ce soit des voitures ou quoi que ce soit. Donc je démontais l'ordinateur, puis je m'amusais à le remonter. Puis c'est ça. J'ai continué là-dedans. Puis je me suis assez jeune, je me suis dit, pendant que les autres se disent encore, je vais faire pompier ou astronaute, moi, c'était l'informatique déjà. Donc ça a commencé comme ça. Puis après, c'est ça, ordinateur. Parce que t'es quand même assez jeune, t'es dans la vingtaine. J'ai 25 ans, c'est ça. Je vais avoir 26 en octobre. Puis, en tout cas, pour nous, t'es jeune. Puis, donc, ça fait 4-5 ans que t'as fini l'université? Alors, collège? ça fait mes études finales ont été 4 ans maintenant officiellement. Sachant quand je suis arrivé, donc ça va faire 3 ans que je suis à Montréal. Les premiers mois, je suis arrivé à Montréal, je présentais ma thèse pour finir mes études. J'avais déjà fini toutes mes études, mais il fallait présenter. On avait 1 an pour écrire un sujet. Le sujet était sur les centres informatiques, donc nous les DSI, direction système informatique, versus le cloud. Office 365 était en preview à l'époque. J'avais connu BPOS, etc. Donc je m'étais intéressé là-dessus par l'expérience que j'ai eue en France. C'est ça, parce que bon, tu viens du sud de la France. Exactement, de Montpellier. Oui. Donc tu as passé ta jeunesse dans la région de Montpellier. Exactement. Est-ce que tu as étudié même au niveau les gradués dans le sud ou tu étais monté sur Paris? Non. Justement, j'ai tout fait dans le sud. Donc, quand je dis de Montpellier, j'ai dit Montpellier aux gens parce que c'est un peu plus connu comme Marseille, mais je viens d'un petit village à côté. Pour mes études, on veut savoir c'est quoi le nom du village. J'ai grandi à la Grande Motte, puis après je suis parti à Lunel, c'est entre Nîmes et Montpellier, exactement. Okay. Mes parents habitent encore là-bas. Puis c'est comme tout village, on fait les études, puis après à un moment donné, on fait. Il y a sûrement un auditeur qui dit mes parents étaient juste à côté de mon village. Ah mais étonnamment, dans la communauté, même à Montréal, j'ai rencontré des gens de Montpellier. Même encore actuellement, je traite à quelqu'un qui est en Nouvelle-Calédonie, puis lui il vient de Montpellier aussi. Donc comme quoi le monde est petit. Ah ouais. Puis c'est ça, j'ai fini mes petites études on va dire, puis les études supérieures forcément quand on est dans un village faut un peu migrer, donc je suis parti à Montpellier, je me suis installé à Montpellier. Bon, ça me parle de 20 km, c'est pas très loin. Surtout que nous on a le train qui marche très bien, donc je suis parti là-bas, puis j'ai commencé direct en informatique pendant 5 années d'études supérieures en informatique, et donc la dernière année je suis arrivé à Montréal. C'était il y a 3 ans maintenant, c'est ça. L'appel de l'Amérique. Justement, le deal était que soit je montais à Paris, si je voulais être ambitieux entre guillemets, puis je l'étais, puis je le suis encore. C'était soit Paris pour travailler, ou c'était Paris. En tout cas, c'était Paris. Puis moi, j'ai toujours voulu voyager, j'ai toujours voulu voir les États-Unis. Je suis fan de basket, d'NBA, je suis fan de sport américain. J'entendais que tu parlais de baseball, mais je suis un peu fan de. Enfin, fan. Je suivais la MLB, je joue au baseball étonnamment en France avec intra-collège. Donc j'ai toujours été attiré par les États-Unis, comme on dit chez nous, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. donc c'est ça, j'ai voulu partir. Est-ce que tu as joué au basketball? J'ai joué 7 ans au basketball, j'étais joueur, j'étais coach, j'étais arbitre en France. Donc je me régalais là-dedans, puis c'est une chose. Je trouve ça bizarre parce que moi j'ai fait j'ai joué sur l'équipe du Québec junior au basket. Puis j'ai joué jusqu'à 45 ans dans des ligues adultes de basket. Mais à 45 ans, j'étais plus capable de suivre les jeunes de 25 ans, 30 ans. Nous, on a des ligues pour ça, un peu plus loisir, mais c'est ça. Mais j'étais un peu déçu entre guillemets d'ici comparé à la France. Le basket est très très développé. Puis au Québec, je trouvais un peu plus difficile, un peu plus universitaire ou des choses comme ça. J'ai essayé, puis j'ai abandonné pour plus me concentrer sur le travail. Mais c'est ça. Ça a été la révélation de me dire,
LinkedIn, chez nous on a Viadeo, je sais pas si vous connaissez Viadeo, qui est l'équivalent LinkedIn pour tout ce qui est CV, etc. Donc j'étais un peu actif là-dessus, puis par hasard, j'ai poussé mon profil sur LinkedIn, puis un recruteur externe m'a contacté, me dit hey, est-ce que tu veux venir travailler sur Montréal? Parce que j'avais simplement mis SharePoint, le mot SharePoint dans mon serveur. J'avais juste 1 mois, 2 mois d'expérience dans ce que je faisais. Il faut savoir qu'avant je faisais du dev, du C, du C++, beaucoup de développement, du web, PHP, etc. Je faisais un peu de réseau, télécom. Je m'étais plus orienté vers un profil pas d'intrusion, mais de sécurité informatique, on va dire. Donc je m'amusais, j'avais un stage idéal où je m'amusais à geeker sur la téléphonie sur IP, sur faire un peu pentest, etc. Puis mon maître de stage à l'époque m'a dit, on va déployer SharePoint, c'est 2007. Donc dans mon CV, j'ai mis que j'ai fait ça. Puis, alors, ici, ça a été la lumière pour tous les recruteurs. Puis le premier entretien que j'ai passé a marché direct. Puis je finissais je travaillais, donc j'étais barman en plus pour payer mes études en France. J'étais aussi stagiaire la journée et mes études. Donc je terminais tout ça, je closais tout ça. Puis en novembre, je suis arrivé ici, début de l'hiver. Je suis arrivé ici, puis c'était rassurant pour moi, j'avais déjà mon contrat. Il fallait juste un permis de travail, puis avec les accords. Il y a 3 ans, on était probablement dans la pointe de la demande pour faire du déploiement de serveurs SharePoint, exactement. Mais on-premise. Souvent, c'était en entreprise, sur les infrastructures propriétaires des compagnies. 365 venait d'être sorti en public quand je suis arrivé, parce que moi, justement, j'avais écrit ma thèse sur la version preview. Donc, on parlait même pas encore de ça à l'époque. C'est quand même rigolo de penser que 3 ans plus tard, déjà, en tout cas entre nous, on en discutait un peu plus tôt. Déjà, on sait que c'est plus ça la tendance, que le marché a bougé, puis que tout s'en va vers le cloud, et que puis 3 ans. Donc, j'imagine que dans 20 ans ou 25 ans, quand on va parler que nous, on a connu des serveurs en entreprise, des salles réfrigérées, les gens vont nous regarder en disant quoi? C'est pas Google ou Microsoft qui font ça dans des gros entrepôts. On dit non, les entreprises avaient... Un peu comme aujourd'hui, quand les gens expliquent que les entreprises en 1860 produisaient eux-mêmes leur électricité. Les gens disaient quoi? Avec des machines à vapeur. Des machines à vapeur? Oui, ils faisaient de l'électricité. Ça évolue vite. Mais moi, surtout dans mon stage en France, c'était une énorme salle serveur, une énorme salle serveur avec des tapes, etc. Puis quand je suis déjà arrivé en stage il y a 3 ans, la salle était la même dimension, mais les serveurs étaient tout petits. Donc c'était marrant de voir une salle réfrigérée, mais juste avec 4 tours de serveurs dedans. Puis les performances étaient meilleures qu'avant. Donc maintenant, c'est sûr que ça n'a plus de sens. Ça a plus de sens. Ouais, c'est l'évolution. On n'a pas... on peut se battre puis le refuser, mais bon, les rendements de volume font que on regarde le coût au final. C'est le coût au final. C'est vraiment le coût. Donc ça a été ça. Je suis arrivé au Québec, puis aventure SharePoint. J'avais un profil de dev, comme je disais. Puis les personnes dans la compagnie où j'étais... Est-ce que tu étais déjà chez Victrix, c'est arrivé? Exactement, les solutions Victrix. C'est eux qui m'ont proposé, qui m'ont embauché. Puis au moment de rencontrer mon boss, me dit j'arrive pas vraiment à te mettre dans quel profil je vais te mettre, dans l'équipe infra, dans l'équipe dev. Puis moi, j'avais plus des tendances d'infrastructure, parce que je donnais cours aussi, c'est quelque chose que j'ai oublié. J'ai fait une école qui s'appelle Supinfo en France, qui est assez reconnue. Puis je donnais cours déjà à des étudiants, j'avais passé une formation, puis j'étais certifié Microsoft, MCT à l'époque, etc. Puis j'adorais donner la formation, je donnais cours, mais je donnais cours donc sur les technologies Active Directory, sur Exchange, sur Windows Server. Et en parallèle de ça, je donnais des cours d'algorithmie, du ML, parce que j'adorais ça. .NET a évolué vraiment vite à cette époque-là, donc puis moi venant de C++, quand j'ai découvert .NET, ça a été waouh, mais c'est pas que c'est pas pour moi, mais ça a été c'était faire mon vieux quand je dis ça, mais c'était je programmais sur des pics, donc forcément le C avait tout son sens avec je vais mettre un entier, ça me prend 4 octets ou des choses comme ça, donc c'était plus bas niveau en tout cas. Puis je cherche toujours le challenge, donc là, ça a été très très infra. Je me suis perfectionné là-dedans. J'ai eu les mandats grâce à Victrix qui m'ont permis de vraiment aller de l'avant. Puis j'ai eu l'opportunité de monter directeur technique, donc team lead dans cette équipe-là assez rapidement. C'est ce que j'ai vraiment apprécié au Québec. C'est je vais pas dénigrer la France, mais mon expérience au Québec a été tout le temps positive pour moi. Elle est encore. C'est qu'on m'a donné la chance. Mon directeur m'a dit on va tester, on va voir ce que ça donne. Puis donc je passais directeur technique. Puis là ça a été vraiment des très très bonnes années. Je peux toujours remercier Victrix pour ça.
Puis c'est ça, on en est maintenant à aujourd'hui où même moi j'ai fait le cap de me dire bon ben SharePoint j'ai fait le tour. Non, ça serait audacieux de dire ça, mais le produit évolue moins vite que ce qu'il évolue maintenant. Et il évolue encore, mais comme on l'a dit, Office 365 est en preview avant, puis maintenant la tendance est là. Je suis resté très très infra, j'ai complètement perdu mes skills de dev. Maintenant moi quand je fais du développement c'est sur mon Arduino ou mon Raspberry Pi pour m'amuser un peu parce que ça reste du C. Mais c'est ça, donc je suis parti dans une nouvelle expérience qui est beaucoup plus Azure, qui est beaucoup plus cloud. J'adore le consulting, c'est quelque chose que je me verrais pas placer chez un client dans une infrastructure plus de 6 mois. Faut que j'ai des challenges techniques, etc. Donc c'est ça, la nouvelle aventure. Maintenant, je suis chez Pollen, qui est une toute petite start-up qui est sur Montréal, qui démarre. Puis j'ai le rôle de spécialiste Azure. J'aime pas trop le terme spécialiste ni expert, parce que pour moi, c'est ceux qui ont créé la technologie qui sont experts. Mais j'essaie en tout cas d'accompagner les clients de démystifier l'offre Azure, parce que c'est gros. Ouais. Quand on va parler à des gens de Microsoft qui font très bien leur travail, en général, ils vont présenter tout le stack de Azure, mais le client se perd un peu là-dedans. Donc c'est ça le but aujourd'hui, je pense, c'est qu'on va essayer de voir les étapes, qu'est-ce que Azure propose. Puis mon but, j'essaie d'évangéliser. Forcément, un client qui vient me voir, qui me dit moi je veux faire du cloud. Ouais, mais pourquoi tu veux faire du cloud? Qu'est-ce que tu as vraiment besoin? S'il vient me dire je veux sauver des coûts, on va essayer de trouver les solutions ensemble. Puis c'est là-dessus que j'essaie de m'orienter. Le marché Azure commence à peine. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Disons que c'est audacieux en tout cas de vouloir prendre l'avant. C'est ce que j'essaie de faire, de prendre l'avant, puis de m'associer avec Microsoft pour justement les aider à promouvoir la bonne parole en tout cas, ou en tout cas de trouver des projets qui permettraient d'avoir un vrai gain. Mais je pense que tu as raison. Mais en tout cas, je peux finalement parler pour les États-Unis, mais au Québec, au Canada, on sort là, de la vague des adopteurs précoces et là on embarque justement dans la grosse vague de finalement les entreprises qui eux veulent pas, c'est pas être innovateurs qui les intéressent, c'est faire comme le voisin. Puis si le voisin a ça, ils disent là est-ce que moi j'ai quelque chose que j'ai pas compris. Puis comme on dit souvent, dématérialiser son infrastructure, c'est une question d'argent. Exactement. Très 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 rentable. En tout cas, le retour sur l'investissement est assez éloquent. Donc souvent c'est ce que les gens disent si c'est bon pour eux, ça devrait être bon pour moi. Puis là on va voir vraiment une grosse adoption dans les prochaines années. C'est intéressant parce que ma dernière année en tout cas, quand j'ai travaillé, les budgets ont vraiment réduit dans SharePoint. Pourquoi? Parce que XP arrivait en fin de support, donc forcément il a fallu aller, tous les budgets partaient vers Windows 7, Windows 8, en tout cas en infrastructure. Puis c'est ça, là on se rend compte que c'est lourd parce qu'il faut déployer des grosses machines comme SCCM, faut du stockage, faut du backup. Les supporter. Exactement, faut les supporter, etc. Puis je pense que ça a été déjà un premier déclic pour tout le monde, des grosses compagnies. Puis c'est ce que tu disais, c'est dans les secteurs, plus dans l'éducation, dans l'ingénierie, etc. Mon voisin fait ça. Puis Microsoft en général est assez fier puis comme tout le monde, c'est normal de dire regardez tel secteur ou telle compagnie a migré 40 000 utilisateurs dans le cloud, chez nous ça marche. Puis les gens se parlent entre eux, surtout Montréal, c'est un très petit marché au final, petit et grand, ça dépend comment on le voit, mais c'est ça, tout le monde se parle et puis ça va très vite, ça va très très vite. Oui, puis même s'il y avait beaucoup de scepticisme avec les années, souvent les gens, c'est Sacha Guitry qui disait finalement les changements arrivent parce qu'un jour il y a des gens qui sont en position de contrôle meurent. Donc le renouvellement. C'est ça. Donc avec dans les prochaines années, beaucoup de baby boomers s'en vont à la retraite. Donc là, c'est les plus jeunes qui prennent la relève. Mais les budgets iront pas en s'améliorant. Non, les budgets sont. Donc si on peut sauver de l'argent quelque part, c'est sûr que les gens vont prendre le temps de regarder l'opportunité. Guy, t'as brossé un peu au début le portrait en disant on a parlé de la partie plateforme, de partie développement. Oui. Si on revenait juste pour situer, parce que j'aimerais vraiment que les gens comprennent la partie sur laquelle on veut plonger aujourd'hui, qui est l'infrastructure, mais comment on peut placer tous ces grands blocs-là où en réalité, c'est des besoins. Hein. En fait, je sais pas si vous avez vu ça. Je sais plus quand
y a un mois de ça, on va dire, pour être plus large, je pense que Microsoft a sorti un chart qui est super intéressant sur la pizza as a services. Je sais pas si vous avez vu ça, qui faisait une analogie entre une service de pizza entre le IaaS, l'infrastructure as a service, le plateforme et le SaaS. Moi, je l'ai pas vu. Puis je le trouvais vraiment génial. Puis justement, je vais reprendre aujourd'hui. Si on prend un modèle traditionnel, c'est que pour niveau pizza, vous avez tout chez vous, votre table, vous avez les boissons, vous devez faire votre pâte, faire votre sauce tomate, vos toppings, etc., etc. Ça, si on veut se faire une pizza à la maison. Exactement. Ouais. Puis recevoir. Ouais. Donc ça, c'est vraiment le modèle classique. Puis ça, si on fait une analogie en infrastructure, c'est si je veux... Ça te prend même un four. Parce que ça te prend le four, exactement. Ça te prend tout. Là, c'était traditionnel serveur. J'ai un besoin de messagerie. Il me faut le stockage, il me faut le réseau, il me faut tout. L'infrastructure à service, c'est... moi, je vais prendre en surgelé, comme dans n'importe quel magasin, je vais prendre en surgelé, la pizza est faite, mais il faut quand même que je la cuise, il faut que les boissons, que j'ai la table, etc., etc. Donc ça serait un peu le modèle d'infrastructure, c'est-à-dire que je m'occupe pas du stockage ni de la télé, enfin, on va dire du stockage ou des fondations, mais j'ai besoin d'avoir un OS, un Windows Server, un Linux, etc. La plateforme de service, c'est je vais chercher ma pizza où je la commande. C'est plus ça, au Domino's ou n'importe où. Elle est livrée chez moi. Mais au final, il me reste juste la table et, si vous avez soif, un soda, mais la pizza est cuite, etc. Pas besoin de four, tout ça, parce que ça, c'est déjà fait pour Exactement. toi. Ouais. Puis enfin, le SaaS, c'est je vais manger sur place. Et j'ai tout. Je vais au restaurant, je mange une pizza. Et je trouvais ça assez... Donc le SaaS, c'est le logiciel en tant que service. C'est ça. T'as un besoin, t'as faim, tu vas manger. T'as un besoin de développer... Donc si on ramène, le besoin ultime, c'est j'ai faim. Ouais. Et j'ai envie de manger une pizza. C'est ça. Puis là, il y a différentes façons. Si j'ai rien, puis je construis tout de bout en bout, c'est le modèle classique. Quand on avait besoin, nous, d'informatique, on avait à déployer tout. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle, en anglais, on dit on-premise. Ouais. La traduction française de en ça. Entreprise. En entreprise. Ouais. Essentiellement, c'est là, il faut que je fasse de tout. Ouais. Et ensuite, les modèles intermédiaires entre le restaurant et faire tout, c'est qu'il y en a deux. C'est soit que je vais acheter du surgelé, ce qui serait, finalement, on me fournit une infrastructure. Donc, on me fournit déjà une solution pré-cannée. Exactement. Mais il faut quand même que je travaille un peu pour avoir ma solution finale. C'est-à-dire qu'il faut que je la fasse cuire. Puis après ça, il faut que j'aille une table. Et puis la pizza, si tu l'achètes congelée, si tu veux un petit peu plus de fromage, tu peux en mettre un petit peu plus. Ou si tu veux enlever Tout à fait. les anchois. Tu peux choisir le type que tu veux. Puis l'autre, quand que je commande littéralement, là, c'est une plateforme. C'est-à-dire on te fournit tout ce qu'il faut pour que tu sois capable de rouler l'application. Mais tu décides la pizza. Ouais. Tu décides que tu veux une pizza toute garnie ou une pizza hawaïenne. Tout à fait. Exactement. Donc je trouvais ça intéressant. Puis justement, si on se focus un peu plus sur l'infrastructure en soi, c'est ce qu'Azure propose. Puis un modèle qui est, que je reprends, parce que je suis en plein dedans en ce moment, mais un modèle qui est assez simple, c'est dans une école. Puis ici, on a l'université McGill, justement, qui est une prestigieuse université, qui, eux, les chercheurs, se posent pas la question. Un chercheur, c'est, on va dire, ça serait un client, au final, pour un service informatique, a besoin d'un mois pour faire une recherche de puissance ou pas, ou d'une base de données, ou peu importe, AutoCAD, admettons, ou ça peut être divers secteurs. Avant, la méthode classique, c'est, OK, je fais lever le besoin, faut que ça passe par des budgets, faut que ça passe par mon directeur informatique, etc. Puis il faut que ça soit provisionné, les accès externes, internes, ça c'est toujours la guerre de savoir. Là, dans Azure, maintenant, le modèle que on, c'est OK, tu as besoin d'une VM Linux, on va dire, ou peu importe. T'en as une, t'as tes accès en avant. Puis après, on peut venir complexifier la chose, l'intégrer dans notre réseau. Donc c'est là où on va appeler soit de l'hybride ou des choses comme ça. Donc s'authentifier avec notre annuaire d'entreprise. Mais en général, pour un chercheur, c'est pas ce qu'il cherche. C'est un simple utilisateur. Il n'y a aucune donnée d'entreprise qui est dedans, etc. Ça, c'est un modèle. Il y a besoin du CPU et du stockage. Du CPU, du stockage, de la RAM. En général, c'est ça. C'est exactement ça. Est-ce que je simplifie trop si j'essaie de mettre le signe égal entre je veux virtualiser des serveurs et infrastructure. Est-ce qu'on peut dire que c'est équivalent ou je suis en train de trop simplifier puis je suis en train de passer à côté d'un fondamental de ce qui est d'infrastructure en tant que service? En fait, je sais pas si je vais répondre à ta question. Il faut savoir que l'informatique a évolué, puis il y avait le physique, les machines physiques, il y a eu les machines virtuelles, puis provisionner les machines virtuelles on-premise, donc en entreprise, c'est faisable. Puis presque tout le monde le fait maintenant. Là, ce modèle-là, il faut savoir qu'Azure, c'est une plateforme web, pour ceux qui n'ont jamais vu ça. C'est
c'est vraiment l'étape de stockage, de réseau, c'est ça, stockage réseau, avec en amont ou pas s'il y a des diverses configurations. Puis c'est là justement où le rôle des personnes comme moi vont intervenir. Puis ça, on va y revenir. C'est sûr qu'une personne d'infra qui était très très infra on-premise, son rôle va changer avec le temps. Pour une version cloud, il n'y a pas les mêmes responsabilités, les mêmes tâches à faire. Mais avec justement ce qui est fait, c'est une nouvelle VM en avant, puis go. Versus la virtualisation de l'entreprise, c'était plus... Il fallait quand même se soucier du stockage. On avait une VM, on avait le service, mais le stockage, la télécom. Les racks, exactement. les blades, puis est-ce que c'est un pool de production? Ça, c'est dur aussi en entreprise d'avoir de la production ségrégée avec de la pré-production. Puis j'ai jamais vu vraiment de grosses compagnies qui avaient un Active Directory de développement, un Active Directory un annuaire d'entreprise d'authentification, développement, pré-prod, etc. Donc ça, c'est des choses auxquelles on peut facilement répondre avec une offre comme Azure, avec des personnes de mon profil en tout cas. On va aller chercher de mettre en avant ces services-là. Puis il faut savoir aussi que, en tout cas c'est ce que moi je ressens, les services informatiques, les directeurs de services informatiques, leur rôle maintenant a aussi changé, c'est de fournir un service. C'est plus de fournir, fournir une infrastructure, oui, mais le besoin, le département communication, les départements finance, peu importe, vont avoir un besoin précis, vont faire appel à une compagnie externe ou développer en interne si nous avons l'équipe, puis dire nous on a besoin d'un serveur web. Peu importe où il est, c'est juste du serveur web. Puis le rôle des services informatiques, c'est de fournir ce service-là. Soit le fournir on-prem, le fournir en entreprise avec un SLA, donc il va falloir dire ok, moi je te garantis tant de services, etc. Azure est une belle offre, c'est dire ok, on a les budgets pour ça, on va le provisionner dans le cloud ou pas, ou chez nous, mais c'est ça maintenant le rôle qui évolue. Puis quand tu compares justement, parce que à quelque part on pourrait quasiment dire que le service informatique classique en entreprise, il devient juste un fournisseur potentiel comme des fournisseurs externes. Oui. Et par exemple, le département de marketing pourrait décider que, écoute, je vais aller sur le marché, c'est-à-dire que je vais faire compétitionner mon service interne avec les fournisseurs externes. Ah, ça pourrait. Puis très souvent, quand ils font ça, ils se rendent compte que les fournisseurs externes, surtout s'ils utilisent des plateformes comme Azure, sont capables d'arriver beaucoup moins cher. C'est la masse. Une fois de plus, c'est la masse qui est ça. Puis il faut savoir une chose toute bête, qui est un gain très rapide. Un bit écrit dans Azure, que ça soit d'une ligne de code, que ça soit un bit d'un disque dur, que ce soit, est répliqué 3 fois dans son propre data center. Et si on le veut, on a l'option, pour le moindre coût, le répliquer 3 autres fois dans un autre data center. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ça va tellement vite, c'est 11 data centers dans le monde, Azure. Donc, fournir un niveau de service à ce niveau-là en entreprise, j'ai beau chercher, mais les plus gros dans ce monde-là, ou alors c'est son cloud privé. C'est ça. Souvent, ils vont arriver avec des coûts qui sont quasiment du 10 pour 1, donc 10 fois moins cher, puis avec des niveaux de qualité de service qui sont aussi du 10 pour 1, c'est-à-dire 10 fois mieux. Exactement. Parce que, tu par exemple, tu as besoin d'un plan de relève en disant, moi, là, si jamais il y a un désastre, ça prend combien de jours remettre sur pied ma compagnie, puis on sait que s'il arrive un désastre, puis c'est arrivé à certaines entreprises, puis s'ils sont pas prêts, ça peut quasiment les faucher et les mettre hors, ils vont faire faillite. Ah oui. Donc, puis là, quand tu es capable de démontrer à ton client, regarde, pour 10 fois moins cher, tu feras jamais faillite parce que nous, en dedans d'une demi-heure, tous les systèmes sont toujours... tu verras, ou même tu t'en rendras même pas compte qu'il y a eu un tremblement de terre. Tu vas être dégradé au pire, le pire des cas, c'est ça. Tu as la possibilité. Si tu payes pour. Si tu payes pour, si tu prévois pour, si tu t'organises pour. Puis c'est souvent ça, un plan de disaster recovery dans les entreprises. Oui, on l'a. Ok, mais est-ce qu'on l'a testé? Est-ce que c'est une procédure? J'espère en tout cas. Mais Azure fournit des choses assez simples. Puis faut pas oublier qu'Azure, tout est quand même connecté en soi. Puis la beauté d'Azure, faut savoir. Je regardais justement avant que vous arriviez ici les derniers chiffres de Microsoft. Puis plus de 50% des compagnies de Fortune 500 utilisent des technologies Microsoft. Qui n'a pas je ne peux pas jeter les pierres, mais qui n'a pas au moins un Active Directory en entreprise ou un annuaire d'entreprise Microsoft, qui n'a pas une base de données SQL, SharePoint, oui, pourquoi pas eChange ou des choses comme ça. Ça va être très facilement s'intégrer. eChange, il y a beaucoup de, je pense que c'est 80% du marché, je pense. C'est fou. Donc, puis la beauté, en plus de ça, le modèle vers lequel Azure tend, ils n'ont pas réinventé la roue, ils utilisent déjà des technologies qui existent. Je sais pas, vous avez peut-être entendu parler de la machine learning qui est sortie de côté Microsoft, qui permet de faire
du learning, donc d'apprendre des choses et en fonction de ça de réagir, etc. Oui, il y a des super modèles qui vont être créés grâce à ça, mais ça fait depuis 2009 que Microsoft fait ça avec Bing, avec Xbox Live, avec des choses comme ça. Donc ils n'ont pas inventé la roue, c'est des choses qui marchent. Moi, dans le domaine dans lequel je viens, SharePoint, c'est la recherche est un énorme outil en entreprise. C'est un gain énorme. En général, le besoin, puis c'est souvent des projets dans lesquels j'ai fait. J'ai un file share d'1 Tera. Je suis perdu là-dedans. Ma sécurité, je suis débordé par ma sécurité. Mes fichiers, c'est sûr qu'il y a des doublons. Puis si je veux faire une recherche là-dedans, comment je fais ? C'est un nouvel utilisateur qui arrive, je perds un mois à lui expliquer comment ça marche. Mais Azure, dans SharePoint, il y avait l'outil de recherche. Ils ont racheté une compagnie qui s'appelle Fast à l'époque, qui est basée en Suède, il me semble. Ils ont basé leur moteur de recherche qui est très performant. Puis ça a été un modèle de force de vente de SharePoint à l'époque. Puis c'est ça, comme par hasard, on a une annonce il y a un mois, Azure Search vient de sortir, ça utilise les mêmes procédés. Donc la tendance est même. Puis là, je vais dire complètement quelque chose qui tient qu'à moi, mais il n'y a aucune information derrière ça, mais ça m'étonnerait même pas que dans 5 ans, par exemple, on voit un nouveau service de messagerie dans Azure, qui est dans le fond tout le système de messagerie que eChange Online propose. Qui, d'après ce que j'ai entendu, c'est même plus du eChange qui tourne derrière, c'est des worker roles, c'est plein de choses qui tournent derrière ça, soit provisionné un nouveau service de messagerie, un nouveau service de collaboration. Ça va être une bulle SharePoint, mais tous les produits évoluent vers cette tendance-là. Ouais. Donc, tout ce qui était des produits, au final, vont devenir des services. Des services. Et des services, absolument, qui ciblent un besoin. Exactement. Donc, puis pour favoriser la simplicité, parce que tu veux pas avoir des gros blocs monolithiques avec 25 000 fonctionnalités, tu veux plutôt avoir des services qui font une fonctionnalité, qui la font bien. Exactement. C'est là où le platform as a service, comme Microsoft le vend, va prendre beaucoup d'importance. Ça va être le premier chemin entre l'infrastructure, un service de messagerie, comme je disais, nouveau service de messagerie, ça va devenir une plateforme. Ça peut être une infrastructure. Donc le platform, pour moi, va vraiment grossir de plus en plus. Mais ça veut dire quoi l'impact pour les gens d'entreprise aujourd'hui qui sont du côté infrastructure? Il y a un énorme impact. Parce que les autres, s'ils regardent le futur, puis si t'es mon ami un peu jeune, tu te poses des questions à savoir, je vais-tu avoir encore un emploi dans... On s'entend, là, maintenir les postes clients, donc que ce soit des PC ou des tablettes ou des téléphones, ça va toujours avoir ce besoin-là. Mais les coûts et les efforts vont diminuer. Ça veut dire que tu n'auras pas besoin de 25 000 personnes pour supporter un parc informatique. Si tu as 10 000 employés, tu vas encore avoir, ultimement, mais peut-être même c'est les employés qui vont acheter eux-mêmes, qui vont amener, puis tout ce qui va rester, c'est le provisioning, ces choses-là. Le BYD est en plein... le Bring Your Own Device. Exactement. Donc, quand tu regardes le futur, tu te dis, bon Dieu, où est-ce que je vais, vais-je avoir encore un emploi dans 20 ans ou 30 ans d'ici? Ça évolue. Puis c'est moi en plein premier. J'ai commencé des serveurs on-premise à installer du SQL, à installer du SharePoint, du Windows Server. Puis le rôle est plus de l'architecture au final, de faire marcher. Parce que attention, on parle pas d'un modèle 100% cloud. On est très très loin de là. C'est du modèle hybride dans lequel pour les 10-20 prochaines années, on va être dans un modèle hybride. C'est-à-dire que tu vas construire des affaires locales chez toi et des choses sur... Exactement. Puis le travail à ce moment-là des gens d'infrastructure, c'est de faire ces choix stratégiques-là ou des choix tactiques des fois. Exactement. Puis le but, il ne faut pas oublier qu'on en vient à ce que d'alléger l'infrastructure, donc le service informatique qui dépense entre guillemets des gros budgets pour maintenir les infrastructures, ce qui veut dire quoi? Un budget global d'entreprise va être le même, mais va plus être orienté vers les clients, les besoins utilisateurs au final, que l'infrastructure, des coûts d'infrastructure astronomiques qui bloquent un service qui pourrait rendre un retour sur investissement énorme, un intranet, un compte de dépenses ou des choses beaucoup plus business entre guillemets, mais le but c'est ça, c'est d'équilibrer cette charge-là pour au final on est en plein dans le B2C entre guillemets. Les clients, eux, vont toujours en vouloir plus. Donc, probablement que les budgets diminueront pas, c'est juste que l'argent va être redéplacé. Exactement, c'est le but. Pour offrir des nouveaux services. Exactement. Aux lignes d'affaires. Donc, c'est triste à dire, on va enlever tout ce qui est la personne qui déployait des mises à jour sur les serveurs, tout ce cas-là, qui maintenait les serveurs, etc., pour se focaliser plus sur les besoins utilisateurs, ou alors ça va être des analystes au final, quelqu'un qui est expert en analyse d'affaires ou fonctionnel, parce que dans Azure il y a plein de choses aussi faut faire, ou alors c'est ce modèle hybride. L'authentification, on va y venir. L'authentification, c'est le premier pas là-dedans, de savoir qu'on ne paye pas trop dans Azure ou pas assez, qu'on a besoin de plus de ressources. On va voir un peu un métier de l'expert qui fait toujours les prévisions, les calculs pour aller chercher le maximum de performance au moindre coût, parce que
Moi, je le vois en tout cas. Encore, ça change pas. Là. C'est juste que tes serveurs sont déplacés de l'entreprise vers le cloud. Mm-hmm. Un architecte va rester un architecte. Un architecte qui va dire on a besoin de tant de CPU, on a besoin de tant d'accès disque, etc. Ça va, c'est le même principe dans Azure. Et aujourd'hui, quand vous produisez une VM dans Azure, vous devez configurer donc votre CPU, votre RAM. Maintenant, il y a l'option de I/O qui est aussi en place. On parlait de la haute performance, si on veut que ça soit redondé quelque part, etc. Ça va rester. Il va falloir que ça reste. Des architectes vont prendre énormément de puissance dans ce modèle-là. Ça va plus devenir des personnes d'infra, des architectes infrastructure, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Parce qu'il y a des défis intéressants. Là. C'est pas juste, tu as une interface, tu pèses 3-4 clics, là, puis pouf, là. Tu as des défis de sécurité, tu as des défis de faire fonctionner tout ça ensemble, faire fonctionner avec ton infrastructure dans ton entreprise. Le travail du IT Pro, lui, il évolue, il change, mais basiquement, il reste le même. Là. Oui. Oui, bien sûr. Puis un modèle, une application. Demain, je développe une application mobile. J'ai des données confidentielles que je veux absolument pas mettre dans le cloud, mais j'ai des infrastructures dans le cloud, de l'hybride, etc. Il va falloir réfléchir. Ok, dans le cloud, je vais stocker peut-être un ID qui va pointer vers une base de données où j'ai mes informations clientes, ou alors stocker des images, mais on ne sait pas à qui ça appartient. Puis en interne, je vais pouvoir faire le match entre les deux. Mm-hmm. C'est plus cet aspect-là qui est maintenant que beaucoup plus de monde regarde. En tout cas, pendant l'époque, en tout cas moi en France, c'était ça. Ici, c'est surtout ici, que j'ai découvert ça, le Patriot Act. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Puis au final, oui, pour moi, le Patriot Act est juste quelque chose où, comme on le disait, des anciennes personnes, des personnes qui ont une vision un peu plus pragmatique de ce qui se passe, puis qui veut rester un peu sur le modèle d'affaires, ça marche, on va pas trop toucher à ce qui se passe. Pour moi, c'est quelqu'un qui se cache derrière. Puis on le sait très bien qu'un VP, un CIO qui a quelque chose dans la tête, dire non, jamais j'irai là-dedans. C'est pas un consultant, n'importe qui va le faire changer d'avis. Absolument. On a beau lui mettre les coups devant les yeux, c'est juste que c'est sa philosophie, etc. Mais c'est ça, il y a quand même des modèles qui répondent à ça aujourd'hui. Puis ici, si on... Même entre les accords qu'il y a entre États-Unis, Canada, pour moi, on n'est pas couvert, entre guillemets. Quelqu'un qui va aller dans votre data center pourra toujours le faire. Ça est une question complètement hors sujet, de toute façon. Maintenant, si on parlait des différents services qui sont dans l'offre Infrastructure as a Service, évidemment, on pense tout de suite aux machines virtuelles. C'est le vrai service au final qui est dans les machines virtuelles, c'est le vrai service, mais c'est ce qu'il y a derrière. Comme on disait, le premier pas, c'est le modèle hybride. Puis en général, mon rôle, c'est d'aller voir les clients, puis de chercher par itération, par petits projets gagnants, comment on va faire votre transition là-dedans par le gain. Le premier pas, ça va être l'authentification. Je disais, toutes les compagnies ont un Active Directory. Le premier pas, c'est d'avoir une redondance de son Active Directory. Ça peut être intéressant d'avoir un modèle hybride, de dire, OK, mes usagers, mes groupes de sécurité, mes usagers, j'aimerais qu'ils soient répliqués quelque part. Puis surtout que derrière ça, si on va déployer des applications, c'est pas mal ça, des applications, des services derrière, on va vouloir que ça soit transparent. Une fois de plus, il ne faut pas qu'on rende ça encore plus lourd aux usagers. C'est cool, on est dans le cloud, mais au final, il faut que tu t'identifies 3 fois, il faut que l'URL change, etc. Donc, il va falloir que l'authentification soit unifiée. Ça, c'est le premier pas vers lequel on va. Une VM que je déploie dans Azure, oui, c'est quelques clics, mais idéalement, j'aimerais la joindre au domaine pour que les GPO s'appliquent, pour que ma sécurité s'applique, appliquer que telle personne peut s'identifier, etc., etc. Donc il y a toute la couche fondation à mettre en place, de mettre en place un VPN. Si je ping une machine dans mon cloud Azure, j'aimerais pouvoir poker mon serveur SQL, de répondre à mon serveur SQL qui est en entreprise, ou l'inverse. Donc il y a aussi la télécom à mettre en place. Authentification télécom, le storage aussi. Ok, c'est bien beau, c'est dans Azure, mais on va vouloir, comme je disais, les options de dire ça, faut que je le géoredondant, faut que je le rende géoredondant, pardon. Donc, c'est-à-dire, comme je disais, le répliquer dans un autre data center. Donc, il y a aussi cet aspect de coût au final, parce que dans Azure, c'est facile de faire des next, clic, mais la facture s'alourdit. Et c'est ce que je disais, un rôle d'un architecte, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou pas, ou est-ce que ça serait peut-être plus efficient que ça parte là-dessus. Donc il y a vraiment d'autres points qui rentrent en compte. C'est sûr que l'infrastructure de service, c'est les VM, ça c'est sûr et certain. Mais il y a d'autres étapes par lesquelles il faut passer. Mais est-ce qu'on peut... Mais les gens ne sont pas obligés d'acheter la partie VM. Ils pourraient décider d'acheter juste, par exemple, le système d'Active Directory fédéré. Oui.
c'est sûr qu'on peut difficilement imaginer une organisation qui utiliserait, en tout cas, qui virtualiserait pas, puis qui amener des machines, parce que les nouvelles organisations, les nouvelles entreprises, eux autres, ils passeront pas par les VM, ils vont probablement tout de suite s'aller vers Platform as a Service, puis utiliser par contre des services d'infrastructure comme l'Active Directory, ou tu parlais un jour des services de messagerie, des choses comme ça. Ouais. Mais les nouvelles entreprises qui partent à neuf, c'est un privilège que peu d'organisations ont. La majorité des organisations, ils ont un patrimoine derrière eux, donc 40 ans d'existence d'informatisation, 40-50 ans maintenant. Ouais. Et donc un patrimoine qu'on doit continuer à gérer et faire évoluer, puis on voudrait offrir plus de services à nos lignes d'affaires, puis avoir une migration transparente sans que les gens s'en rendent compte. Donc oui, justement, le premier gain qu'il faut penser avant d'arriver à mettre de l'hybride en place, justement, il ne faut pas oublier que une compagnie qui existe depuis 40 ans, depuis des années, ont toujours des vieilles machines qui traînent déjà physiques, donc déjà il faudra peut-être les migrer virtuelles, puis on va revenir là-dessus, un serveur 2003 ou un SQL 2005, etc. Un exemple qu'on peut facilement, puis qui est facilement gagnant quand je rencontre une entreprise, c'est si vous utilisez du SQL, donc il faut savoir depuis SQL 2012, du SQL, 2012, vous avez la fonctionnalité d'Always On qui est en place, et avant il fallait SQL 2008, 2005 pour avoir tout ce qui était haute disponibilité, il fallait choisir entre le log shipping, entre le failover, c'était compliqué, donc ça revenait à 5-6 machines pour vraiment être à 100%. Ça coûtait pas mal de sous, plus les licences, etc. Maintenant avec 2012, avec le Always On, c'est une seule fonctionnalité qui regroupe tout. Donc Always On, c'est des nœuds qu'on déploie. Si on a 2 nœuds, parce que c'est minimum 2 nœuds on-premise, on peut très bien en avoir un 3e dans le cloud et choisir qu'est-ce qu'on va répliquer. Donc ça, c'est quelque chose d'assez simplement qu'on peut mettre en place. Mais il faut être en SQL 2012. Donc il va falloir, ce qui veut dire qu'il y a un minimum de Windows Server à mettre en place. Puis c'est pas mal la nouvelle batch qui est sortie, Windows Server 2012 R2 est sortie vraiment pour le cloud, avec la couche toute SCCM pour gérer nos serveurs. Donc il y a quand même ça. Comme je le dis, c'est très très... en prémisse, entre guillemets, moi c'est mon rôle, c'est sûr que je rencontre plein de compagnies, c'est beau, c'est génial, etc. en avant. Oui, mais comme je disais, il y a les licences aussi à avoir. Puis ça, dans Azure, c'est un gros gain de payer ses licences, ça inclut dans son package. Je loue, entre guillemets, ma licence, je déploie une VM, j'ai pas un souci, est-ce que MSDN, etc., c'est inclus dans le prix de ma VM par mois, je paye ma licence. Donc c'est malin de la part de Microsoft aussi, il faut dire ce qui est. Eux, ça permet de gérer beaucoup mieux, j'imagine, leur système de licensing, qui a beaucoup évolué avec le temps. Mais c'est ça, c'est un service. On en revient toujours à la même chose, je dois fournir un service. Donc c'est vraiment ça. Donc Julien t'a parlé de différentes solutions, mais en arrière de tout ça, j'imagine qu'il y a des services qu'on peut nommer là, chez Azure. Là. Donc on a parlé des VM, on a parlé de machines virtuelles à service. Dernier petit point là-dessus, faut savoir que derrière Azure, il n'y a pas de secret, c'est du Microsoft. Qu'est-ce qui tourne derrière? C'est de l'Hyper-V. Donc le premier pas aussi, qu'en général, qui est un gain assez rapide, c'est que si vous avez du Hyper-V chez vous, de migrer des VM vers votre cloud Microsoft Azure, c'est très simple. Puis il y a une semaine de ça, Microsoft a sorti un outil comme par hasard pour migrer vos machines virtuelles VMware, donc je pense que c'est du VHDX, il me semble que le format, vers du VHD, donc de pouvoir migrer d'abord de VMware vers Hyper-V, puis de Hyper-V vers le cloud. Puis la beauté de ça aussi, c'est que vous pouvez faire des templates, tout ce que vous propose tout. La plupart des fonctionnalités d'Hyper-V, donc faire des templates, des snapshots, ça c'est plus le terme côté VMware, mais de pouvoir, si vous voulez déployer votre VM avec déjà vos outils pour les développeurs, faire des machines de développement avec Visual Studio installé dessus, avec votre déjà joué au domaine, etc., vous pouvez faire une capture, puis déployer cette machine 10 fois. Ça, c'est super, super intéressant. Donc, je pourrais prendre une VM que j'ai en entreprise et puis la déployer dans le cloud, puis la répéter, là, en fait, avoir plusieurs instances. Exactement. Je pourrais aussi prendre une machine qui n'est pas virtualisée, créer une VM avec ça et la pousser dans le cloud? Pas virtualisé, tu veux dire physique? Ouais. Ben, il faut que ça soit une image, un VHD au final. Okay. C'est dans les deux sens. Tu peux aussi faire une VM dans Azure, puis la ramener chez toi dans ton
Hyper-V on-premise, travailler dessus, la redéployer après dans Azure, il n'y a pas de problème pour ça. En autant j'ai des licences en entreprise. Exactement. Ça, après, c'est plus un expert SCCM qui va pouvoir vous aider là-dessus. Là, c'est encore une autre couche de supervision. Donc ça, c'est pas mal l'offre machine virtuelle, qui est rendue assez simple au final. Comme on dit, c'est des clics. Puis il y a les images que Microsoft propose. Donc vous avez du Windows Server. Puis la beauté de ça, c'est que tout ce qui est preview, tout ce qui est Microsoft a annoncé Windows 9. Ça m'étonnerait même pas de voir une image arriver bientôt de Windows 9 à utiliser dans Azure, ce qui est un gain pour eux. Les gens vont aller dessus. Ils se limitent pas à les technologies Microsoft. Les gens d'Azure, ils offrent toutes les images. Pas toutes les licences Linux. Par exemple, vous pouvez avoir de l'Ubuntu. Derrière ça, on le sait pourquoi, parce que Microsoft investit dans cette technologie-là. Mais vous avez du SUSE, vous avez, il n'y a pas de Red Hat, mais vous avez quand même des noyaux Unix, etc. qui traînent. Vous avez du SAP qui tourne, qui va bientôt être déployé. Ça, c'est SAP a signé un gros partenariat avec Microsoft bientôt. Vous avez du Oracle aussi. Vous pouvez déployer donc du Linux avec la couche d'Oracle par-dessus. Vous avez un énorme package, peut-être une cinquantaine de VM dedans. Plus vos VM à vous. Vos VM à vous, si vous en avez des VHD, ça va être assez simple de les déployer dedans. Pour en revenir à l'histoire aussi, SQL 2014 qui était en preview était depuis 6 mois déjà déployable. Visual Studio 2014, si je me trompe pas aussi, était aussi on pouvait déjà s'amuser avec. Puis Visual Studio 2014, c'était un beau modèle, il fallait tout désinstaller sur sa machine. Si vous avez Visual Studio 2012 installé, ça marchait pas. Donc Azure était un beau modèle, on déployait une nouvelle VM, on testait les fonctionnalités. Au moins on n'est pas en prod entre guillemets, on pouvait s'amuser avec. Donc ça résume pas mal l'offre de machines virtuelles. Je le disais, machine virtuelle, il faut du stockage derrière. Il faut le délimiter dans Azure. Donc on va créer une zone de stockage. Ça c'est pareil, c'est très très basic. C'est des conteneurs dans lesquels on met nos blobs, etc. Si vous avez vos templates, on va les mettre là-dedans. Là c'est vraiment au geek que vous êtes facturé là-dessus. Je pourrais parler des coûts, c'est vraiment ridicule par rapport à ça. Si je prends juste pour information une VM par exemple, une VM, donc ça commence de 2 gigs, non même pas, de 1 gig de RAM à 0.75 de CPU. Donc c'est un CPU partagé en fait. On part à 14 piastres par mois. Puis là, vous avez juste l'option de savoir est-ce que ce qu'ils appellent c'est le tiers, donc du basic ou du standard. Si vous êtes en basic, c'est une VM qui va vraiment être fait pour parler à elle-même. Vous n'avez pas toutes les notions de virtual network, elles vont pas pouvoir parler entre elles. C'est vraiment, moi j'appelle ça des machines virtuelles expérimentales. C'est vraiment, elles tournent sur elles-mêmes. Ça peut être un bon modèle pour faire un serveur web aussi Apache, si vous voulez. Si vous n'êtes pas satisfait des services que Azure propose en côté SaaS pour le website, si vous voulez du Linux pur et dur, vous pouvez faire ça. Dans le fond, votre VM communique avec rien. Puis vous avez le modèle Basic qui est, elle, toujours un peu plus cher, mais vous permet d'avoir des fonctionnalités pour qu'elles se parlent entre elles. On s'entend, la VM communique quand même à travers HTTP puis IP. Oui, ça c'est donc dans les VM, vous avez ce qu'on appelle des points de terminaison. C'est comme, voyez-le comme un pare-feu. Vous ouvrez des ports, de l'externe, mon port 80, je l'ouvre en interne vers mon port 80 en interne. Le remote desktop, en général, ils ne le mettent pas sur les ports basic, ils mettent un port aléatoire externe, 5354 par exemple, mais qui repointe vers le port RDP en interne. Donc c'est pas mal les options que basic vous avez. Donc ça agit sur le prix. Donc ça va de A0 à A9. La A9, je pense, c'est 54 GB de RAM avec 16 ou 32 CPU. Donc ça, c'est des choses pour des calculs énormes. Puis ça dépend des prix. C'est sûr que ça, c'est ce que vous allez avoir sur votre facture. Point très intéressant aussi pour terminer là-dessus sur tout ce qui est prix, crédit. Si vous êtes MSDN, puis ça, très peu de personnes le savent. Si vous êtes MSDN, aujourd'hui, vous avez $150 canadiens. 150. Moi, je suis Ultimate, par exemple. J'ai $150 dans mon compte Ultimate tous les mois que je peux utiliser. Arrivé à 0, tout s'éteint. On s'en fiche, c'est du dev. De toute façon, c'est pas de la prod, j'espère pour vous. Donc, vous pouvez déployer des VM. En général, c'est l'équivalent d'une VM. Quand je faisais encore du SharePoint, c'était une VM 4 CPU, 8 GB de RAM qui tournait temps plein. On peut commencer déjà à faire des bonnes choses dedans, accessible de partout. La beauté du cloud, c'est que je sois au travail, au bureau ou chez moi, je peux me connecter en remote desktop dessus. Donc vous avez ça. Si vous êtes premium, c'est un peu moins, peut-être 120. Puis donc renseignez-vous auprès de partenaires Microsoft pour ça, mais ou dans votre compagnie en général, tout le monde a du MSDN qui traîne. Puis c'est un beau modèle déjà pour commencer à s'amuser avec. Donc on a parlé des machines virtuelles, on a parlé du stockage. L'autre service dont on a brièvement parlé, ça c'est pas vraiment du IaaS, mais c'est une offre plateforme as a service, c'est l'Active Directory dans Azure, qui est pour moi un énorme gain. D'avoir une réplication assez basic, il faut savoir que Microsoft a sorti très récemment ce qu'ils appellent un DIRSync, Directory Sync, une synchronisation d'Active Directory. Donc c'est un agent que vous déployez sur une VM chez vous.
sans aucun VPN, sans rien du tout, c'est juste par protocole web. Sécurisé. C'est ça exactement. Vous allez pouvoir répliquer votre Active Directory, votre schéma d'Active Directory dans Azure. Donc déjà, vous avez une première copie de votre cloud, enfin une première copie de votre Active Directory dans votre cloud. Puis ça, la beauté, c'est si demain vous développez des applications, etc., vous allez pouvoir vous brancher assez facilement dessus, en REST, en toutes les technologies qui existent maintenant, vous identifiez dessus. Puis là, la petite parenthèse de mon background SharePoint, Office 365 qui s'ouvre, faut savoir, comme j'ai dit, tout ce que Microsoft utilise aujourd'hui, derrière, c'est du Azure. Office 365 n'est pas épargné par ça. Si vous avez du Office 365 avec plein d'utilisateurs, vous pouvez en quelques clics accéder à votre Active Directory dans Azure 365. Vous cliquez dessus, puis vous allez voir, vous faites un lien en fait au final, et vous allez pouvoir manager les groupes, les utilisateurs. Puis la beauté de ça, c'est que vous allez pouvoir faire tout ce qu'offre dans 365, par exemple un organigramme d'entreprise, assez simplement, etc., etc. Donc ça, dans Azure, c'est facilement, pour moi, c'est la première étape, c'est de déployer un Active Directory, de synchroniser votre Active Directory. Puis on a vu aussi que, il y a quelques années, Microsoft avait l'offre des machines virtuelles, mais n'avait pas le service d'Active Directory. Ouais. Puis l'adoption était lente à ce niveau-là, mais dès qu'ils ont sorti ce service-là, c'est comme ça a été magique là. Ça a été l'élément manquant là, qui a fait que l'adoption a monté en flèche. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'attention, Active Directory dans le cloud n'est pas un contrôleur de domaine. Ça ne remplacera jamais, enfin en tout cas pour l'instant, ça ne remplace pas votre... Mais ce que les gens cherchaient, c'était le fait, comme on a mentionné tout à l'heure, c'est je veux pas que mes usagers s'authentifient 2 ou 3 fois. Là. Je veux qu'ils s'authentifient une fois. Exactement. Seulement. Puis ce AD dans Azure répond à ça. Là. Exactement. Puis c'est ça. L'autre point qui va un peu en parallèle avec les VM, l'Active Directory, etc., c'est les virtual network. Là, ça prend... on parle pas de réseau virtuel. On prend pas de grosses connaissances télécom, on s'entend. C'est juste de créer des subnets, donc des entités réseau bien ségrégées si on a besoin. Ça, c'est mon Active Directory, ça, c'est mes serveurs web, ça, c'est mes SQL, etc. Pour que ça soit un minimum rangé, entre guillemets, c'est le terme que j'utilise dans le cloud. Donc ça, c'est les virtual networks. L'autre point qui est encore en preview, il me semble, c'est les remote apps. Donc les applications distantes. C'est un peu, pour moi, c'est un gros concurrent à toutes les offres virtual desktop infrastructure, il me semble, VDI. De pouvoir répondre à un besoin de... Moi, je travaille sur Windows et sur Mac, par exemple. Puis, maintenant, et encore, sur Mac, c'est Office 2011 qu'on tourne, qui est un des gros problèmes de police, enfin bref, tout ce qu'on peut en avoir avec ça, les joies du Mac. J'ai besoin d'avoir peut-être le même Word que j'ai sur mon Windows. Les Remote Apps répondent très bien à ce besoin. Je déploie une application, puis avec l'utilitaire de connexion à distance, là, je ne vais pas me connecter à distance à une VM, je vais me connecter à distance à l'application. C'est-à-dire que je vais avoir sur mon Mac l'application qui s'ouvre, donc c'est purement l'application, la virtualisation d'applications, comme Citrix fait, comme tout le monde fait, mais dans mon cloud Azure, à une seule place, c'est la beauté de ça. J'ai besoin de... en général, on fait les démos avec la calculette, avec Paint, ça sert à strictement rien. Mais j'ai besoin d'Outlook, on peut voir plus tard dans le temps, j'ai besoin d'avoir un AutoCAD, quelque chose qui prend beaucoup de ressources, sur ma tablette iPad. On va pouvoir le faire. J'ai besoin d'avoir Outlook sur iPad. Puis c'est la démo qui a été faite à la WPC avec les Remote Apps. C'est depuis un iPad d'avoir Outlook version desktop loadé. Puis le modèle de licensing est très très clair et très simple. C'est le nombre d'utilisateurs concurrents sur votre application. Quand c'est en preview, la beauté d'Azure, quand c'est en preview, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc testez-le, ça prend un clic, vous l'activez. Ça, c'est le nouveau modèle. Moi, j'ai appelé ça sur mon blog du DAS, du Desktop as a Service. C'est le mi-chemin entre l'infrastructure et le plateforme. Donc c'est ça, c'est plus pour des modèles comme AutoCAD, des applications très très métiers auxquelles on a besoin, qui viennent répondre à ce besoin-là. Et le dernier point qui va être très très intéressant dans les années à venir, Microsoft a acheté une compagnie qui s'appelle StoreSimple, donc le stockage simple entre guillemets. C'est une appliance, donc c'est une grosse boîte physique que Microsoft vous offre à condition de prendre un crédit dans Azure, $50 000, $60 000, que vous pouvez utiliser dans n'importe quoi. Le modèle de prix dans Azure est très simple, c'est soit vous payez
payez pay as you go, je me souviens qu'ils appellent ça. Vous payez ce que vous consommez, ou alors vous mettez à disposition tous les mois un crédit dans lequel vous allez piocher dedans, puis vous renouvelez votre crédit. Là, avec cette offre Store Simple, vous vous engagez à prendre sur 3 ans $50,000 de crédit Azure, ce qui a du sens parce que c'est avec les VM, avec le stockage, etc. Puis ça agit comme un NAS, donc comme un serveur de stockage d'entreprise. Chaque chose que vous allez mettre là-dedans, vous allez pouvoir le décider automatiquement de l'envoyer directement redondé dans Azure. Puis dessus, vous avez du SSD, vous avez du SATA, enfin, vous avez toutes les technologies de stockage. Lui va détecter par des algorithmes que ces fichiers sont moins utilisés, donc va vous l'envoyer dans le cloud, va l'envoyer sur un stockage moins cher, même sur du tape si vous voulez. Donc c'est vraiment intéressant. On fait pas tourner des VM là-dessus, mais c'est vraiment un NAS que vous voulez assez simplement redonder dans le cloud. Vous déployez ça, Microsoft vous loue l'appliance, mais vous payez juste vos crédits Azure, puis vous avez ça chez vous. Ça commence à 60 Tera, il me semble, ou 30 Tera ou 60 Tera, SSD, enfin tout ce qu'il peut avoir dessus. Donc ça, c'est vraiment un gros gain. Puis le modèle dans lequel moi je vois Azure et que je propose à mes clients, c'est les plans de disaster recovery. C'est vraiment un modèle qui répond à 100%. Je déploie tous mes files shares, par exemple, boum, je le mets là-dessus. Puis aucun souci d'avoir un node data center, etc. C'est automatiquement repliqué dans le cloud, on le met en place, puis c'est tout. Donc ça, c'est pas mal l'offre d'infrastructure en soi as a service. C'est sûr qu'en général on vient interagir plus avec des systèmes de plateforme as a service comme du SQL, des choses comme ça. Oui, parce que la beauté d'Azure, c'est qu'on peut mêler un petit peu tous ces services-là, le PaaS, le IaaS. Exactement. C'est pas un élément qui différencie Azure de ses compétiteurs? Le fait qu'Azure offre tout l'éventail des catégories de services. Si on compare, mettons, avec Amazon ou avec Google, c'est pas un élément différenciateur de... Exact. C'est un énorme élément différenciateur si vous êtes Microsoft. Vous avez déjà toutes les technologies en place. On le disait, déployer un Always On SQL, ça va être très simple. Déployer dans Amazon, alors là, je suis vraiment pas expert là-dedans, mais je sais, Active Directory dans Amazon, vous l'aurez pas. Il faut que tu te montes un serveur avec c'est ça. Mais après, ça reste de la télécom. Ouais. Déployer un VPN, c'est ce qu'on fait de base. On déploie un VPN entre notre on-premise, notre entreprise et notre cloud, un VPN sécurisé, un tunnel VPN. Puis une fois que c'est fait, rien ne m'empêche dans Amazon de déployer un Active Directory. Mais la beauté dans Azure, une fois de plus, les licences. Vous louez vos licences à utilisation. Donc tout ça est déjà inclus. C'est la manière de simplifier l'offre, entre guillemets. Parce que ça, c'est... Il y a certaines personnes qui diraient, regarde, moi je vais aller avec le modèle Amazon parce que c'est des solutions qu'on connaît. C'est-à-dire que c'est comme... La seule différence, c'est que c'est pas toi qui a tes propres équipements, mais Amazon t'est fourni, mais après ça, tu bâtis tes machines virtuelles, puis tu bâtis toute ton infrastructure. Le X, c'est qu'il faut que tu payes toutes tes licences beaucoup plus cher parce que c'est là où est-ce qu'Azure, on va te bonifier en disant si tu utilises ma plateforme à moi, c'est sûr. Mais Microsoft est dans une politique de vraiment aller chercher du monde, etc. Donc, puis ça leur appartient, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Donc, c'est plus simple pour eux d'être concurrents là-dedans. Mais c'est sûr qu'Amazon est un pilier dans le cloud. Était là avant Azure, il me semble. Puis la communauté de développeurs comme vous avez déjà dû utiliser Amazon. Toutes les organisations où est-ce qu'on a opté plus pour le modèle LAMP, c'est-à-dire Linux, Apache, donc Amazon, ça ressemblait très naturel parce que de toute façon, c'était des versions open source donc ils payaient pas tant que ça le prix de la licence. Mais quand tu utilises beaucoup de la technologie Microsoft, ce que en entreprise qu'on fait beaucoup. Là, le modèle Azure devient intéressant. Puis je pense que c'est l'angle vers lequel Microsoft veut aussi offrir. Microsoft veut offrir un service à leurs clients. On l'a dit, Exchange est déployé dans 80% des compagnies. Regardez, maintenant, on a une offre qui vous permet de répondre à tout ce qui est, comme je dis, moi en tout cas, je persiste à dire que une offre de disaster recovery, c'est assez simple à mettre en place. Tes budgets que tu avais prévus pour déployer un nouveau data center avec tes gars que tu dois maintenir, tes connexions VPN, etc. Va plus le mettre là-dedans. Le petit hic, parce qu'on a toujours un. Par contre, là où il va falloir être vigilant, c'est la connexion Internet. Tout ce qui est cloud, là, il va falloir faire attention. Plus penser à redonder ces connexions Internet, d'avoir peut-être une connexion, 2-3 connexions qui n'arrivent pas par les mêmes tuyaux, parce qu'en général... Mais ça, c'est correct. Ça veut dire que tu vas mettre ton argent là. Exactement. Et finalement, où est-ce que vraiment... puis ton organisation va en bénéficier de toute façon, parce que tu as cette redondance-là que tu mets en place pour t'assurer que tu sois capable de faire du disaster recovery.
Mais au jour le jour, les redondances vont quand même être utilisées aussi par tes utilisateurs, ce qu'il n'y avait pas avant. Là. Si tu avais juste une seule connexion Internet, ben là... Oui, puis en général, moi, ce que je dis à chaque fois, quand quelqu'un me pose cette question-là, ben, votre téléphone fait très bien office de connexion Internet, donc en service dégradé, entre guillemets, vous pouvez vous connecter sur votre téléphone, vous avez une connexion Internet, puis en avant. Là, ça passe par les satellites, on sait que ça passe par un autre tunnel, j'espère en tout cas, mais le modèle est là. Puis c'est un peu là où il faut aussi faire attention. Microsoft, comme l'offre de OneDrive par exemple, qui a une offre de stockage dans le cloud, en entreprise c'est 1 Tera de données, donc de migrer 500 utilisateurs à 1 Tera, ça va se sentir passer dans les tuyaux. Enfin, donc il y a plein. Ben, c'est là où des services conseils vont venir aider. Ça permet de dire on vous donne 1 Tera, c'est qu'à quelque part le monde font comme waouh. Mais là, un coup quand tu calcules le coût, c'est ton fournisseur de celui qui te fournit le tunnel pour faire passer cette donnée-là. Lui, il donne pas ça gratuitement. Ah oui, lui il est content lui. Microsoft offre 1 Tera avec ton Office 365, sauf que chargé sur le 1 Tera. Un peu, nous, on a eu le même plaisir lorsqu'on a migré notre podcast. On a décidé, c'est l'an dernier qu'on a fait la migration vers... une bonne année. Là. Puis, c'est bien beau, là. À un moment donné, tu veux tout reprendre ton historique, donc des... Dans le cas de nous, c'était pas des terabytes, là, c'était des gigabytes. Mais il y a un coût. Ah non, c'est sûr. Mais bon, c'est un one-shot. Tu fais ça une fois, puis après ça, t'es correct. Puis c'est la beauté du cloud, entre guillemets, de l'off cloud. Puis ça, tout le monde vous le dira, puis Microsoft, Amazon, ça vous le dira. C'est ça, c'est comme tu disais, c'est un one-shot, mais le cloud va être facilement ajustable à ça. J'ai besoin de ressources pendant 1 mois ou parce que je vais migrer. Ou surtout les sites web. Je prends l'exemple là, on rentre plus dans le SaaS ou etc. Mais un site web, le cas en France a été un énorme magasin à des périodes de soldes. Nous, en France, les soldes sont très réglementés par période, comparé à ici. Donc c'est ça, pendant les soldes, tout ce qui est plateforme d'e-commerce, on va avoir besoin de beaucoup plus de performance. Ben là, avec Azure, c'est un slider, j'ai besoin de plus d'instances dédiées à moi. Il y a beaucoup d'industries que les choses sont cycliques. Hein, donc, exactement. Tu donnais l'exemple tout à l'heure de ton prof à l'université là, qui a besoin d'une machine pour faire une recherche, du calcul. Exactement. Pendant quoi? 1 mois, c'est tout. Après ça, il n'y en a plus besoin. C'est coupé. Donc, c'est ou alors versus déployer un SAN, etc., toute une énorme infrastructure. Bah oui, on va le budgéter, on va en avoir besoin, oui, mais tu vas atteindre un maximum de ta capacité dans 3 ans, puis dans 3 ans ça va être obsolète. Donc, puis c'est le nouveau modèle de licensing. Microsoft est le même. Vous payez des licences Exchange, SharePoint on-premise qui coûtent en moyenne $80-100, mais dans 3 ans ou même maintenant dans 2 ans, vous allez avoir des nouvelles licences qui vont sortir. Versus un modèle où c'est plus mensuel, mais on vous garantit tout le temps la dernière version. Ça revient au même au final. Ça revient exactement au même. Si ce n'est même l'on-premise, c'est rendu plus cher. $90 par utilisateur. Ça fait $30 si on part sur 3 ans en tout cas de durée de vie du produit. $30 par utilisateur. Dans Office 365 vous avez des licences à $4, elles commencent à $4. Donc il n'y a aucune excuse entre guillemets. Microsoft joue avec ça aussi, c'est très malin en tout cas, mais au final on s'y retrouve, c'est sûr et certain, si ce n'est qu'il y a un gain qui est peut-être pas calculable. C'est sûr qu'au début on a besoin d'être accompagné, donc ça prend du service conseil, etc. Mais après il va falloir tout le deuxième aspect, on en parlait de la personne d'infra comme moi, ça va être de calculer ça, de voir qu'on est d'auditer ça, de savoir est-ce qu'on est efficient ou pas du tout là-dedans, on est complètement à côté du champ, etc. Moi j'ai une question pour toi. L'offre est là. Mais est-ce que le marché s'y retrouve, ou en tout cas, est-ce que le marché, c'est en quelle mesure le marché l'adopte ou le comprend tous ces changements-là qu'on leur apporte, c'est-à-dire que les fabricants de technologie sont, tu sais, les Microsoft, les Amazon, c'est comme sont à l'avant-garde. Sont à l'avant-garde, mais des fois, c'est le client qui a de la misère à suivre, à comprendre, dire « Oh, je peux faire ça. » Je sais qu'en 2007, 2008, 2009, quand on parlait d'Azure, on se rendait compte que les gens avaient vraiment de misère à comprendre. Même encore. Aujourd'hui, en 2014, on est rendu où, là? Est-ce qu'on sort là, des adopteurs précoces et on commence à embarquer dans la masse, ou on est encore dans un marché d'adopteurs précoces? Il faut y aller moi je dis à chaque fois, il faut y aller par petits bouts. Puis Azure vous permet de le faire. Donc, comme je disais, déployer un Active Directory, il faut y voir un gain, c'est sûr, mais redonder son Active Directory dans le cloud,
Puis c'est quelque chose qui est très peu cher. Là, je veux pas m'avancer là-dedans, mais il me semble que c'est gratuit d'avoir un Active Directory dans le cloud. Ou alors, si vous avez 365, vous l'avez déjà. Donc c'est déjà là-dedans. C'est sûr qu'il faut pas y aller avec l'offre Azure, boum, c'est ça, il y a le pass, le SaaS, etc. Non, c'est vraiment d'aller écouter ce que le client a besoin, puis voilà comment ça peut répondre à ton besoin. C'est plus ça que si on va dans une présentation Microsoft, puis ce qui est bon et pas bon, puis c'est normal, c'est leur rôle de déployer toutes les nouvelles nouveautés. Il faut savoir que Azure, c'est une vingtaine d'équipes de développement partout dans le monde qui doit livrer des nouvelles fonctionnalités à tous les 6 semaines. Ça évolue tellement vite. Là, ils viennent de déployer leur nouveau modèle de NoSQL qui est DocumentDB. Puis c'est ça, un gestionnaire de TI ou quelqu'un qui est développement, ok, mais MongoDB, Cassandra, enfin bref, il y a plein de choses qui existent. Pourquoi ça? Donc c'est sûr que ça va être moi en tout cas mon rôle, c'est d'évangéliste entre guillemets. Puis j'ai déjà dit non à des clients. Non, Azure va pas répondre à ton besoin. C'est pas du tout ça. T'es à côté du champ. Donc c'est sûr que c'est le rôle en compagnie d'entreprise, en tout cas en entreprise. Il y a de plus en plus je vois de plus en plus de personnes qui font de la vigie technologique là-dessus. Puis c'est le rôle pour moi maintenant d'un directeur informatique d'avoir une vision comme ça. Ok, je vais être cloud, mais qu'est-ce que tu appelles cloud? C'est la première chose. C'est quoi pour toi le cloud? Quel est ton gain? Est-ce que tu veux être cloud parce que ton voisin est cloud ou... Ouais, et le terme est tellement... ça c'est business. Cloud, c'est un buzzword. On regarde les pubs là, à la télé, là, tu regardes les pubs d'IBM, là, le cloud, là, c'est vrai que tout, là, fait parler les bateaux ensemble, puis... non, ça a été un peu intéressant de voir IBM qui surfe sur la vague. Eux n'ont pas une offre en tant que telle comme pourrait avoir Amazon ou comme pourrait avoir Microsoft. Par contre, ils vont aider beaucoup les gestionnaires en entreprise à se créer ce qui s'appellerait une espèce de private cloud. Ouais. Exactement. Donc, eux, c'est les fondations, c'est ça, c'est la grosse machine là où on fait votre cloud à vous, puis parce que vous allez derrière, ils vont faire le même modèle que les autres font, le revendre à leurs clients entre guillemets. Puis il y en a d'autres qui le font aussi, faut savoir, mais faire un hébergeur web, c'est exactement ça, c'est un private cloud, un OVH ou n'importe quoi. Ils ont monté leur private cloud. Mais là, ils vont-tu vraiment avoir des rendements de volume ou est-ce qu'on va être 10 fois moins cher? Ben c'est avec leurs produits à eux. J'imagine qu'IBM ils ont quand même on parlait de NoSQL, ils ont quand même des belles technologies derrière eux. Donc je pense que c'est propriétaire à eux. C'est sûr, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée. Si c'est pour faire du cloud comme le voisin Amazon, etc. Là c'est à perte, c'est sûr, c'est à perte. Ici à Montréal et au Québec, vous avez des hosters, des gens qui font du private cloud. Puis la grosse force qu'ils ont, c'est qu'ils sont 100% canadiens. Il faut savoir qu'Azure n'a pas de cloud, enfin de data center au Canada, de centre de données au Canada. Donc c'est une force, c'est une valeur ajoutée. Donc eux vont être plus chers. Années, un jour, un peu comme dans tous les secteurs, là, Netflix qui est en Amérique va débarquer en France dans les prochains. Donc ça veut dire ben là la télévision on demand, ça va devenir une réalité pour le marché français. Exactement. Puis là toutes les téléviseurs, en tout cas les chaînes là-bas vont être sous pression. Ben ici au Canada, on n'a pas encore un Azure mais à un moment donné, il va y avoir un. C'est sûr, c'est pas encore en tout cas de ce que j'entends, c'est pas du tout encore dans le. On est un petit marché donc. Déjà, puis c'est au besoin. Puis c'est trop vaste le Canada. Puis moi ils me l'ont dit clairement, c'est au besoin. Le jour où ils auront un besoin, faut pas se leurrer. Au Brésil ils ont ouvert un data center, il y a eu la Coupe du Monde qui était là, donc il y avait des vrais besoins. Là ce qui est pour l'instant, ce qu'on peut voir, les leaks entre guillemets qu'il y a sur Internet, c'est en Australie, deux data centers qui sont en train d'être montés. Enfin, c'est même plus un leak, c'est officiel. Moi, je pense que ça va arriver au Canada le jour où est-ce qu'ils vont être prêts à se dire là on a besoin des rendements, faut diminuer nos coûts de. Il n'y a pas assez de marché. Non, mais c'est parce qu'ils vont créer des data centers dans le Grand Nord, mais pour servir le reste du monde, parce que les coûts de refroidissement vont être tellement plus bas. Mais ça, c'est dans 20 ans, où les enjeux là vont être là, parce que tu vas voir encore compétition sur le prix. Comment tu enlèves le prix sans payer moins d'électricité? Comment tu payes moins d'électricité? Ben, faut que j'enlève mon data center qui est en plein milieu d'un désert, puis je l'envoie dans le Grand Nord, là. Mais on est loin d'être rendu là. Là, c'est mieux de. Dans 20 ans, tous les data centers seront au Canada aussi bien. Les gens parlent du Groenland ou du Canada comme des endroits. C'est ça, l'Alaska. Des endroits comme ça. Mais il faut que tu sois capable d'amener de l'électricité. À ce compte-là, le Québec est quand même assez bien positionné. C'est sûr. Mais aujourd'hui, l'enjeu n'est pas encore là. C'est pas le gros différenciateur. T'aimes mieux avoir le data center proche des employés parce que t'as encore d'avoir des bons individus pour. Non, c'est sûr. Puis c'est ça va changer. Des états d'esprit qui vont changer, c'est sûr et certain. Écoute, fort intéressant. Oui. Puis, écoute,
je t'avais pas glissé un mot, mais nous, on termine toujours l'émission souvent en demandant à notre invité si il y a un blog, quelque chose qui suit et qui aimerait recommander en disant allez voir ça. Des fois, ça n'a aucun lien avec le sujet d'émission. Ah ouais, des références, en tout cas, ce que je peux vous donner, déjà, c'est le site d'Azure de Microsoft qui est très bien fourni. Et j'ai découvert dernièrement, tellement surpris, alors que ça existe depuis un bon moment, les Azure Friday, qui sont des petites capsules vidéo de 15 minutes. Puis exactement. On va mettre le lien Azure Friday. Qui est vraiment génial. Vous avez des cours 100.1 sur comment utiliser un website, du 101 déployer un VPN, ça, c'est génial. MVA, le site de formation qui est excellent, qui est gratuit. Sinon, plus personnel, moi je sais que je blogue pas mal sur tout ce qui est infrastructure à service avec mon ami Sébastien, qui est lui plus sur Office 365, mais c'est ça, là, j'ai quand même des articles qui ont sorti justement sur tout ce qui est Linux, etc., parce que je suis en plein dedans. Donc c'est pimdecloud.com. Puis vous faites des webcasts. On fait des webcasts aussi, très axés là-dessus aussi. Sinon, la communauté Microsoft est énorme. On a quand même la chance d'être dans ce produit-là. Chose qu'un énorme différenciateur d'Amazon ou de Google peut avoir sur le marché. Microsoft, les forums, les technets, tout ce qui existe, vous avez là-dedans. Puis côté développement Azure, je pense que j'en ai déjà parlé, mais développement Azure /Office, ça, je pense en parlerez plus si vous rencontrez Sébastien, va être plus dev.office.com, puis avec GitHub qui prend énormément d'importance chez Microsoft. Vous avez des magnifiques comptes de dépenses déjà tout faits que vous pouvez déployer dans Azure avec Jeremy Take, ancien MVP chez Halfpoint, qui fournit ses codes sources. En tout cas, l'évolution Office de dev, parce que c'est plus là-dedans, moi je connais, évolue énormément, mais des livres, il y en a aussi. Vous avez plein d'infos. Google ou Bing est votre meilleur ami, comme j'ai à chaque fois. Bon, on te remercie encore. Merci à vous. Merci, Jules. Nous, on va souhaiter un bon mois de septembre à nos auditeurs. Oui. Puis on va voir en début octobre. On va parler de Windows Phone. Windows Phone. Mais puis aussi le fameux nouveau modèle d'application universelle. Donc, on a plaisir de vous revoir. Au revoir. Merci, au revoir.